Je suis content d'être ici. Comme à chaque fois, dans ce genre de situation, à vrai dire, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et s'il s'agit de présenter le film de Robert Bresson, à qui en effet, ce film se présente d'ailleurs très bien lui-même. Simone Veil, que tu citais à l'instant, disait que pour ce qui concerne les livres de littérature et de philosophie, en tout cas, il ne fallait jamais lire les préfaces. Et il ne fallait, en tout cas, pas avant de lire le texte même. Il fallait faire tout de suite la plongée dans le texte pour savoir comment on y réagirait. Je pense ça, d'ailleurs, moi aussi, et dans le cas présent, présenter ce film n'aurait pas grand sens, donc je vais dire autre chose. Pour ceux qui ne l'ont pas tout à fait en mémoire, redire que Robert Bresson est l'auteur de 13 films majeurs, dont le premier, donc, laissant de côté une esquisse antérieure, date de 1943 et dont le dernier, que nous allons donc voir, date de 1983. À vrai dire, il n'est entré dans sa vraie grande manière qu'à partir de son troisième film, me semble-t-il, d'aucuns diraient même le quatrième, enfin disons le troisième, le journal d'un curé de campagne de 1951. Sa grande manière, c'est la conscience qu'il a prise de sa forme, de son besoin, de son destin, qui était de ne pas faire du cinéma. Alors, on pourrait, s'il s'agit de présenter l'œuvre de Robert Bresson, tirer ce fil, très simple, très connu d'ailleurs. Cet auteur a voulu ne pas faire du cinéma, et en effet, il a donc fait autre chose, qu'il a appelé le cinématographe. Alors, comme je ne sais pas à qui je m'adresse, ni si cette sorte de fil doit être tout à fait tiré avant la réception de l'œuvre elle-même, on va laisser ce problème de côté pour éventuellement le retrouver tout à l'heure et éventuellement se demander si nous avons vu du cinéma ou quelque chose d'autre qui, en l'occurrence, dans le vocabulaire de Bresson, porte le nom de cinématographe. Pour y introduire tout de même, je dirais une chose. Ce qui va nous frapper dans un instant dans la réception du film, c'est assurément le silence. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur de silence dans les films de Robert Bresson, alors vraiment à casser au couteau. Et ce silence est un facteur de musicalisation des sons que, d'autre part, on va entendre aussi, sont proprement saisissants. Et donc, ma façon de présenter le film sera la suivante, attirer en quelque sorte vos oreilles devant ce film. À vrai dire, au cinéma, on y va pour voir des films. Eh bien, convenons ici qu'au cinématographe, on y va, comme c'est le cas aujourd'hui, pour entendre le film. Non pas qu'il n'y aura rien à voir, mais dans la pensée explicite de Bresson, et en particulier dans les derniers entretiens du livre que tu viens de citer, Benoît, il fait valoir qu'à ses yeux, le son prime toujours davantage sur le visuel, sur le visible, dans la préparation et la réalisation même de ses films. Autrement dit, qu'il ne subordonne pas le son à l'image, mais bien au contraire, il le dit en ces termes, qu'il subordonne l'image au son. À supposer qu'il y ait vraiment un rapport hiérarchique, il ne serait sans doute pas d'accord. Il ne reste pas moins qu'il a voulu faire de ses films, de chacun de ses films, et de celui-ci en particulier, une musique. Et cela, il le dit. Donc, c'est à une musique que nous sommes venus assister, et à cet égard, il faut sans doute, du coup, dire deux choses. Premièrement, ou trois choses. Voilà, je dirais donc simplement trois choses, puis après, nous entendrons ce film. La première chose, donc, c'est que c'est en tant que musique, déjà, œuvre destinée à l'oreille, plus encore qu'à la vue, peut-être, que le cinématographe s'oppose au cinéma. Je dis bien s'oppose, car c'est ce mot, s'opposer, que Bresson a souvent utilisé pour dire sa querelle, à proprement parler, politique, esthétique, éthique, contre le cinéma. Et très souvent, il a prétendu édifier sa forme, donc le cinématographe, mais vraiment contre le cinéma. À d'autres moments, son vocabulaire est moins polémique, quoique sa controverse ne fléchisse évidemment jamais, et
il me semble qu'il comment dirais-je, s'approche davantage de l'idée d'une dialectique interne, au moins virtuelle, entre cinéma et cinématographe. En tout cas, pour ma part, je serais tenté de dire que, puisque je parle ici du sonore, que le cinématographe est au cinéma ce que la poésie est à la littérature. D'un certain point de vue, il est vrai de dire que la poésie n'a rien à voir avec la littérature. Et pour des raisons qu'on pourra éventuellement expliciter tout à l'heure, lorsque nous serons tombés d'accord pour dire qu'un tel film relève de la poésie, en particulier parce qu'il commence par le sonore. D'un autre côté, il va de soi que les rapports sont complexes dans le conflit que mène la poésie contre la littérature, et qu'il y a du poétique dans le littéraire et du littéraire dans le poétique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il faut bien comprendre que chacun des bruits et des silences de ces films, qui sont donnés à entendre, donc, pour qu'on puisse les voir, font appel en nous au plus intime de nos sens, au plus aiguisé de nos sens, et surtout au sens dont Robert Bresson disait qu'il est le plus doué d'imagination. Bresson pensait que l'ouïe est en nous le sens le plus imaginatif, que si même notre appareil cérébral est en quelque sorte voué à regarder, il n'en reste pas moins que l'ouïe est ce qui conduit à l'intimité de chacun plus drastiquement, plus immédiatement que tout autre sens, quel qu'il soit. Et par conséquent, nous n'allons pas entendre que, et je vais arriver à mon troisième point, que des bruits ou que des silences. Ce que nous allons entendre, alors disons par-dessus tout, ce sont des voix. Car une autre façon, une autre manière, elle est universellement célèbre d'ailleurs, qu'a eu Robert Bresson d'opposer le cinématographe qu'il a fait au cinéma qu'il ne voulait pas faire, c'était précisément de travailler singulièrement, avec une singularité extrême, les voix. Il a obtenu de ses protagonistes, comme il les appelait, qui ne sont pas des comédiens, qui ne sont pas des acteurs, et qu'il appelait des modèles, comme chacun sait, il a obtenu de ses protagonistes, donc, que ceux-ci produisent leur propre voix, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce qui n'est pas donné à tous les moments de la vie. Il a obtenu ce fait par des méthodes dont on pourra parler tout à l'heure, qui sont d'ailleurs extraordinairement passionnantes. Et nous allons donc entendre ces voix par-dessus le silence, ou par en dessous, et à côté des bruits, ou avec eux, de telle sorte que nous les percevrons dans leur intériorité à chacune, dans, comment dirais-je, le lointain dont elles procèdent chacune, et l'extrême subjectivité dont elles sont l'expression. Les voix qui sont à entendre dans les films du cinématographe selon Bresson sont des voix, je dirais, archi-subjectives, c'est-à-dire qui savent que la subjectivité est archaïque, est principielle, est archaïque, est originaire, et que c'est dans la voix et comme voix qu'elle se laisse le plus aisément percevoir. Peut-être plus aisément encore, peut-être plus intuitivement encore que par le visage. La voix est un visage, évidemment, chaque voix est singulière et chacun a sa voix propre, comme c'est le cas des visages aussi, mais peut-être l'intériorité de la personne à elle-même se laisse-t-elle plus intuitivement, immédiatement percevoir par sa voix que par quoi que ce soit d'autre, à condition, du moins, que sa voix ne soit pas celle que je fais entendre tout de suite, c'est-à-dire que sa voix ne soit pas expressive, ne soit pas d'orateur, ne soit pas éloquente, ne soit pas didactique, ne soit pas démonstrative, etc., mais qu'elle vienne du tréfonds de l'intériorité, en effet, du tréfonds du pathos, du tréfonds de la subjectivité même. Autrement dit, et c'est mon dernier point, ce que nous allons entendre plus encore que voir, entendre pour voir, mais entendre d'abord, puisque ces films sont à entendre, eh bien, c'est l'invisible. L'invisible, autrement dit, l'intimité même de ces protagonistes qui sont mis en mouvement comme des présences. L'art de Bresson, et ce film pas en particulier, ce film encore, ce film de surcroît, est un art qui donne à intuitionner ou qui veut nous faire parvenir à l'invisible en chacun. Alors il se trouve que l'intériorité est invisible, c'est comme ça, le pathos en chacun est invisible, l'intimité à soi-même est invisible, et c'est cela que cet art veut tout à la fois entendre et faire entendre. Il s'ensuit qu'on peut penser, qu'on doit même penser que c'est un art qui est habité par le dehors des images. Nous allons voir, bien sûr, des images,
mais nous n'allons voir des images que comme, disons, le fidèle voit des icônes. C'est-à-dire, nous n'allons voir des images que pour autant qu'elles sont traversées de l'absolu qu'elles désignent et qui, lui, est précisément invisible. Autrement dit, je pense que l'art de Bresson se place très facilement, presque naturellement, pourrait-on dire, sous le signe du grand propos de saint Bernard de Clairvaux. Si tu veux voir, écoute. Et donc, c'est la seule chose que j'ai à dire pour présenter ce film. Si vous voulez le voir, écoutez. Et ce qu'il y a à écouter est au fond, c'est de la transcendance, c'est un art qui est théologique, c'est un art qui est métaphysique en tout cas, c'est un art qui intuitionne, disons, ce qui, dans toute image, excède l'image, ce qui, dans toute représentation, se soucie de l'absolu. Bon, donc ceci fait, si le mot théologique ou métaphysique est trop lourd, de cet art un art religieux. En un sens que peut-être alors la conversation sur René Girard permettra d'élucider tout à l'heure. Encore un mot ou deux tout de même, puisqu'il s'agit de l'argent. Donc je le répète, c'est le dernier film de Robert Bresson. C'est un film qui est assez dur, si du moins l'on s'attend à voir du cinéma. Mais comme maintenant on s'attend à entendre du cinématographe, notre perception se trouve requise autrement et par conséquent nos attentes ne seront plus aussi déjouées qu'elles ont pu l'être auprès des tout premiers spectateurs de cette œuvre entière. Alors, l'argent est une chose particulière, naturellement. D'abord, il se trouve que Robert Bresson a eu, si j'ose dire, des problèmes d'argent sa vie durant, parce qu'il faut de l'argent pour faire des films, et il n'en a jamais eu autant qu'il en avait besoin, naturellement. Ce qui a différé beaucoup de ses projets, ce qui a embarrassé beaucoup de ses travaux, ça importe relativement, c'est une expérience réelle dans son destin. Mais évidemment, ce qui importe beaucoup plus, c'est que l'argent n'est pas Dieu. Et même qu'il faut choisir entre servir Dieu et l'argent. Et il est bien évident que le film a donc toutes les dimensions du problème de l'argent, qui sont des dimensions sociales, des dimensions psychologiques et des dimensions théologiques. De sorte que, là encore, il devrait être possible de faire des liens, si du moins c'est nécessaire, avec la pensée de René Girard tout à l'heure. Et en effet, comme le disait Benoît, disons cette fatalité de l'argent, qui n'est pas Dieu, s'abat sur la pauvre humanité et semble propager son maléfice au point de conduire les hommes à la violence. Je ne sais pas si c'est la cupidité qui, dans ce film, conduit les hommes à la violence. Je ne sais pas quelle est la généalogie exactement de la violence selon ce film, mais c'est justement peut-être ce qu'il faudra dire. Et il faudra le dire d'une manière que je voudrais tout de même signifier avant qu'on ne commence. Il n'y a pas beaucoup, ou même il y a très peu, et peut-être d'ailleurs n'y a-t-il pas du tout de psychologie dans l'œuvre de Robert Bresson, qui se défiait à bon droit de la psychologie. S'il y a une généalogie de la violence, à supposer que ce soit le cas dans ce film, eh bien, ce n'est pas une psychologie du criminel. Ce n'est pas une sociologie du suicide. Assurément pas une anthropologie, je dirais, quelconque. S'il y a une généalogie de la violence, encore une fois, c'est peut-être davantage une remontée aux conditions transcendantales de la possibilité de celle-ci, pour le dire en langage un petit peu pompeux. Et donc, voilà ce que je pouvais dire pour commencer. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre qui est un des admirateurs de l'œuvre de Robert Bresson et qui, d'ailleurs, est cité tout simplement dans l'un des entretiens du livre dont parlait Benoît. À la page 192, il s'agit de François Reichenbach. Il ne parle pas de l'argent, mais il parle de Oisa Balthazar. Et le petit propos qu'il tient me paraît vraiment, disons, une sorte de méthode, si l'on peut dire, pour savoir recevoir un film de Robert Bresson. C'est très bref, je vous fais entendre ce propos. J'ai retrouvé le son que j'ai tant aimé chez Bresson. Mais cette fois, cela m'a encore plus touché, puisqu'il y avait encore moins de mots que d'habitude. Chaque fois qu'ils arrivaient, ils me donnaient un choc. Avant tout, je suis musicien, donc j'ai aimé le film comme un musicien. J'ai aimé les silences qui donnent plus de valeur au bruit, et les bruits qui apportent la musique, et la musique qui donne la parole à la parole. Je trouve que c'est un beau texte. Merci Jérôme.
Ou l'argent? Encore une qui ne peut pas. Qu'est-ce que c'est? On est le 1er du mois. Et aussi, si tu veux bien, j'ai emprunté une petite somme au lycée. Je dois la rendre. Non, non. Les parents de mes camarades leur donnent beaucoup plus. Non, ben, je te prie de me laisser, va. Merde, merde, merde. Qu'est-ce qu'il y a, Norbert? Il y a que papa me refuse une avance. J'en ai absolument besoin pour rembourser mon train. Aujourd'hui, je ne peux pas. La conversation, après cette réception de ce film. Je vais d'abord lire une très courte phrase de Robert Bresson, puis une un peu plus longue. Mais je crains que ce film, a-t-il dit, mais je crains que ce film, l'argent, ne soit trop dur. Bon, donc il a un moment de compassion pour nous, parce qu'en effet, le film n'est pas facile. Aussi bien donc, c'est là l'opposition du cinéma et du cinématographe que je disais tout à l'heure. Autrement dit, dans son esprit, à lui, l'opposition de films de divertissement, le cinéma, de divertissement au sens de Pascal, et de films, disons, sérieux, qui sont du cinématographe. Je lis un autre fragment d'un entretien. Il est très possible que le cinéma opposé au cinématographe continue d'exister. Il n'y a pas de raison que le cinéma divertissement ne continue pas, mais je crois fermement en un cinématographe art sérieux, et qui ne sera pas un divertissement, qui sera au contraire un moyen d'approfondissement des choses, une espèce d'aide à l'approfondissement de l'homme, très belle définition de l'art d'ailleurs, une espèce d'aide à l'approfondissement de l'homme, et peut-être un moyen de découverte. Bon, alors, là aussi, il a de la compassion pour nous, et même de la, comment dirais-je, de la générosité maintenant, parce qu'en effet, on ne s'est pas diverti cet après-midi, mais peut-être a-t-on trouvé une aide à l'approfondissement de notre condition et un moyen de découverte.
Encore 2-3 citations avant de proposer alors 2-3 pistes. Une citation que je crois que Benoît a lue tout à l'heure. Ce film parle, comme la nouvelle de Tolstoï, d'une propagation vertigineuse du mal et du surgissement final du bien. Alors il est vrai que le bien final ne surgit que dans l'ultime plan, ou plus exactement dans l'ultime scène de l'aveu du criminel aux forces de police, aveu par lequel il rejoint la communauté humaine dont il s'était séparé auparavant. Par conséquent, s'il y a un moment du bien, à ce moment, enfin à cette fin, en effet, ce moment est on ne peut plus bref, bien qu'il soit final. De même, dit-il dans le même entretien, le bien surgit chez Tolstoï beaucoup plus tôt que dans mon film. Bon, c'est pas difficile, puisque donc... Chez Tolstoï, d'ailleurs, le bien fait à peu près la moitié de la nouvelle tout entière, tandis que là, effectivement, c'est 2 minutes sur 1h40, ou un peu moins d'1h40, je ne sais plus combien de temps dure le film. Il ne dit pas très long, d'ailleurs, c'est très curieux, parce qu'il a un rythme très singulier. La troisième citation dit à peu près la même chose. Chez moi, l'idée d'un rachat, d'une rédemption, ne se glisse que tout à fait à la fin. Bon, rachat, rédemption, c'est donc un film religieux, de part en part, et d'ailleurs, à la fin de la toute première scène, la scène de l'adolescent qui demande à ses parents un peu d'argent pour rembourser une dette qu'il a, opposé qu'il est au refus de voir ses parents l'aider un peu, et téléphonant à son ami Martial, il dit « Martial, sauve-moi ». Sauve-moi, c'est donc un film sur le salut, un film sur le rachat. Sauve-moi à tous les sens du terme, un film aussi pour se sauver quand on est prisonnier de quelque chose. Et en l'occurrence, d'ailleurs, autre dimension religieuse de ce film, évidemment, les personnages qui sont là sont prisonniers d'une dette. La catastrophe commence, ou plus exactement le destin commence, lorsque cet adolescent qui vient trouver son père doit lui avouer qu'il est endetté, d'ailleurs c'est à sa mère qu'il fait cet aveu, doit avouer donc à au moins sa mère qu'il est endetté vis-à-vis d'un camarade de classe. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas du tout même pourquoi il est endetté vis-à-vis de ce montrant, soit qu'il a par trop dépensé et emprunté exagérément, soit qu'au contraire, comme il le laisse entendre, mais peut-être est-il intéressé, parce que son père ne lui donne pas assez de petites monnaies chaque mois. Auquel cas, ce serait son père qui serait endetté vis-à-vis de son fils et de la responsabilité de faire que celui-ci ne s'endette pas vis-à-vis de ses camarades. En tout cas, soit que le fils a une dette vis-à-vis de ses camarades, soit que le père a une dette vis-à-vis de son fils. Le commencement du destin, c'est le commencement de l'insolvabilité, en quelque sorte. Et c'est le poids de cette culpabilité qui se propagera de proche en proche. Bon, ceci est clair. Quelque chose est brouillé dans l'échange. Les échanges sont corrompus par cette dette originaire, par ce péché originaire de la dette. Et à chaque fois qu'il s'agit d'échanger, un trucage, un mensonge, une hypocrisie, une dissimulation s'en mêlent. Et bien évidemment, le faux coupon, comme disait Tolstoï, c'est-à-dire le faux billet, dans le cas du film de Bresson, est la métaphore de cet échange biaisé, truqué, impossible, ou pas exactement impossible d'ailleurs, parce que le meurtre lui-même est encore une forme de l'échange, donc en tout cas d'un échange qui n'est pas d'amour, et qui attend un contre-don qu'il ne rencontre jamais. À cet égard, il y a un seul protagoniste qui n'attend pas de contre-don, et c'est à la toute fin du film le personnage de la veuve qui précisément déclare « Je n'attends rien ». Je n'attends rien, parole religieuse, encore une fois, parole donc qui donne sans attente de contre-don, parole qui, disons, vient de quelqu'un qui ne se sent pas, comment dirais-je, dépositaire ni rétribuable, et qui, à proprement parler, donne sans compter. Tandis que par contraste, évidemment, disons des photographes, eh bien ils comptent sans donner. Ils ne font même que compter, ils sont attachés au tiroir-caisse de façon, à proprement parler, idolâtrique. Donc il y a, disons, une innombrable foule de protagonistes piégés par un échange contrarié,
Et une personne, la veuve, qui pourtant manque d'un mari, de telle sorte que son père boit depuis que ce mari manque, une veuve qui, elle, ne joue pas l'économie marchande, n'entre pas dans la logique du contre-don et suspend du coup, disons, l'ordre des rétributions, des endettements, cet ordre qui d'ailleurs s'appelle l'ordre du capitalisme, l'ordre du commerce. Donc c'est un film, à cet égard, religieux, c'est une problématique religieuse dont, disons, des lecteurs de Régine Girard sauront très bien parler. D'autre part, une deuxième remarque, je voudrais la faire sur alors un plan tout à fait esthétique. C'est un peu décalé, cela, mais enfin quand même, si vous voulez, je pense que c'est le film, enfin moi j'ai pas vu beaucoup de films dans ma vie, mais je pense que c'est quand même le film de toute l'histoire du cinéma qui présente le plus grand nombre de portes. Il est sage de penser que c'est le plus... Alors j'ai commencé à les compter parce que j'ai voulu... Et ce n'est pas possible. Car il y a des plans où si nombreuses sont les portes superposées qu'on n'y arrive pas, et puis au bout d'un moment on se lasse, on en est à 200, 300, 400 portes. Il y a des portes opaques, des portes transparentes, des portes grillagées, des portes mates, il y a toutes sortes de portes, il y a des portes entrouvertes, des portes fermées, coulissantes ou battantes. C'est une métaphore, là encore, comme le billet de banque. Une métaphore qui n'est pas trop difficile à déchiffrer, qui renvoie quelque peu à bien des métaphores de l'œuvre entière de Robert Bresson, par exemple celle du condamné à mort qui s'est échappé. D'ailleurs, c'est frappant parce que, autant dans ce film-ci, le condamné à mort s'est échappé, il y a quelqu'un qui, en effet, s'évade, autant ici, il y a quelqu'un qui s'empiège toujours davantage. À proprement parler, qui s'emporte. C'est-à-dire qu'il est emporté de porte en porte fermée dans une nuit qui sera sans fin et dans une prison qui se referme toujours davantage sur lui. Et sort-il de prison, il n'en reste pas moins qu'il s'emprisonne toujours davantage encore. À cet égard, il est frappant que le film commence par une porte, celle précisément du guichet au moment du générique, n'est-ce pas, qui se ferme sur le distributeur de billets, et aussi bien dans l'appartement bourgeois où ce jeune homme cherche à se désendetter, les portes à la fois vitrées et opaques qui le font accéder au bureau de son père. Autrement dit, sur des seuils. De la même manière, d'ailleurs, le film se termine sur une porte. C'est d'ailleurs très frappant. Ici, il y a quelqu'un qui prend sur lui tout le péché du monde, en quelque sorte. Nous voici en territoire girardien, et qui franchit l'ultime porte, disons, de sa retrouvaille avec la communauté humaine, lorsqu'il formule l'aveu de sa culpabilité précisément. Et ainsi commence peut-être le désendettement, identique au rachat. Il franchit une porte, et c'est toute la communauté humaine rassemblée qui se trouve au seuil de cette porte pour regarder ce franchissement, exactement comme les spectateurs du film regardent celui-ci. À cet égard, on n'a pas tout à fait le temps, mais là où il y a un peu de gaieté dans ce pessimiste gai que fut Robert Bresson, là où il y a un peu de gaieté, c'est qu'il y a de la rouerie chez Robert Bresson, qui a un tact, qui a une subtilité absolument invraisemblable, et qui un peu joue presque de ses spectateurs avec des messages subliminaux. Alors je vous en livre 2-3 à propos de portes, au moins pour la curiosité de la chose. Dans la scène où cet adolescent Norbert va trouver son camarade Martial et que celui-ci lui propose un faux billet. Vous regarderez de nouveau le film en prenant le temps d'arrêter sur votre grand ordinateur, c'est très facile. À chaque fois que c'est un chant contre chant, tantôt on voit Norbert, tantôt on voit Martial. À chaque fois qu'on voit Martial, la porte est entrouverte. À chaque fois que dans le contre-champ on voit Norbert, c'est le contraire, excusez-moi. À chaque fois qu'on voit Norbert, l'adolescent du début, la porte est entrouverte. À chaque fois qu'on voit Martial, la porte est fermée. Ça, pour le voir, il faut vraiment profiter d'un ordinateur et tout. Je doute bien qu'en 84, que les spectateurs aient vu ça. Ce sont des petits messages subliminaux. Je pense que Robert Bresson s'amuse, n'est-ce pas? Ils ne verront pas que la porte est fermée, mais elle l'est quand même, parce que Martial, c'est une figure de la division, c'est une figure du diable. C'est quelqu'un qui peut mentir sans sourciller. C'est quelqu'un qui est d'accord et qui propose même d'écouler les faux billets, et que son camarade Norbert imite, alors même que celui-ci serait prêt à se rétracter jusque chez le photographe, où il dit que c'est quand même pas son père qui lui a donné ce faux billet. Lui, ce Martial, est sans remords. C'est vraiment une figure du nihilisme et du cynisme pur. Et alors c'est pour ça qu'il est derrière lui avec une porte fermée. Deuxième rouerie si l'on peut dire, sidérante alors pour le coup, de Robert Bresson, qui est drôle. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un vraiment qui est subtil, mais alors, ça le fait rire tout ça. Les adolescents entrent pour la première fois dans le magasin de photographie.
Cette fois, ce sont des portes. On ne les voit d'ailleurs arriver dans la rue qu'à travers la vitrine, c'est-à-dire que la caméra est à l'intérieur du magasin, donc il y a une sorte de flou dû à la vitrine. Bon, très bien. Les voici qui entrent, qui ouvrent la porte, qui ferment la porte, parce qu'il n'y a que ça dans tout le film. Et il faut bien qu'ils sortent après qu'ils ont écoulé le faux billet. Eh bien, vous regarderez le film, ils n'ont plus de porte pour sortir. Ils sortent exactement comme c'est une porte ouverte. C'est absolument invraisemblable, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est invraisemblable. Et là aussi, il y a une sorte de symbolisme implicite ou de jeu subliminal de Robert Bresson. Troisième petit exemple qui est très fameux, qui a été souvent constaté, dans le quartier où il est condamné, comment appelle-t-on ça, dans une prison, quand il a 40 jours de sécuritaire. Eh bien, il est donc dans une cellule spéciale, cette fois à l'isolement le plus complet. Quand lui, donc la caméra est à l'intérieur de la cellule, voit sa propre porte de cellule, eh bien, ma foi, il la voit avec, comment appelle-t-on ça, le petit guichet, l'œilleton, merci. Tandis que quand on le voit, lui, parce que cette porte de la cellule a été ouverte, eh bien, on voit une grille entre nous et lui. Absolument invraisemblable, c'est-à-dire qu'il faut savoir où il y a une grille, où il n'y en a pas, vous voyez. Donc, Robert Bresson trouve qu'il est bon qu'il y ait tantôt une grille, tantôt pas, et comme ça, comprenne qui pourra, et ça fait toujours une porte de plus, en quelque sorte. Bon, donc, vous voyez, il y a quand même une manière de guetter, au fond, dans cette catastrophe totale. Bien, j'ai parlé un tout petit peu j'avais un troisième aperçu à vous soumettre. Ah oui. Donc le premier aperçu était religieux, le deuxième aperçu est esthétique, un troisième aperçu qui est de poétique générale et de métapoétique en quelque sorte. Je veux faire la remarque suivante. Il n'y a pas que ce Martial qui soit diabolique et cynique et nihiliste et l'instigateur de la propagation du mal. Il y a aussi ces photographes qui mentent tant et plus. Il force les jeunes gens à faire des faux témoignages, après il les accable pour avoir fait des faux témoignages, il refile des faux billets, lui il engueule sa femme alors qu'il est aussi borné qu'elle, enfin borné disons, aveuglé qu'elle sur la différence entre les vrais et les faux billets. D'ailleurs c'est très important, l'aveuglement sur la question du vrai et du faux fait partie du problème. Bon, et ce sont des gens qui incriminent, accusent, cherchent à se défendre et sont rapaces au possible. Mais surtout, ou d'abord, ce sont des photographes. Et ils consacrent leur vie à vendre des photographies, à encadrer des photographies et à échanger des cadres contre de l'argent. Autrement dit, ce sont des desservants des images. Et des images fixes. Des images qui s'absolutisent en tant qu'elles sont fixes. Des images qui prétendent valoir pour elles-mêmes de ces images qu'on pourrait appeler des idoles et non pas des icônes. Autant, comme je le disais en introduction tout à l'heure, l'ensemble de l'œuvre de Bresson, c'est une œuvre d'icône parce que l'absolu nous regarde à travers les images que nous voyons grâce au son que nous entendons et qui témoignent de l'invisible. Autant, au contraire, le photographe est un desservant d'idole. Il est un desservant, autrement dit, rigoureusement du diable. Il est un desservant, pourrait-on dire dans un autre vocabulaire, de la représentation. Les photographies sont des représentations. Or, le cinématographe, c'est un travail avec des images pour se défaire de la représentation. D'ailleurs, il y a une formule que j'avais citée l'autre jour de Robert Bresson qui est absolument, qui est le comble du paradoxe, et j'aurais dû noter la page exacte, mais le cinématographe, art avec des images de ne pas représenter. Cinématographe, art avec des images, peut-être même de ne rien représenter. Vous voyez ? Alors, le projet de Robert Bresson est d'user des images parce que, somme toute, Robert Bresson est catholique. Et en tant que catholique, il ne se méfie pas, et même il aime les images, il mise sur elles pour comprendre le phénomène humain, mais à condition que ces images soient en quelque sorte désécrites, soient en quelque sorte désimagées, soient désabsolutisées et puissent ne témoigner que de l'absolu, qu'elles répercutent, mais qu'elles trahissent aussi partiellement. Tandis que ces photographes sont, eux, oui, je le répète, des zélateurs de ce culte idolâtrique de la représentation. C'est une allégorie, à nouveau. Faire que les plus truqueurs parmi les trafiquants et les suborneurs et les faux témoins soient des photographes, c'est décider qu'il y a un combat à mener contre la photographie en tant que représentation fixiste et idolâtrique. À cet égard, d'ailleurs, je veux confirmer ce que je dis par une brève citation dans laquelle Robert Bresson dit un peu son projet de cinématographiste et non pas de cinéaste. Il ne voulait pas qu'on l'appelât cinéaste. Je cite. « Mais je crois comme vous
Vous, c'est Godard d'ailleurs dans cet entretien, c'est à Godard qu'il parle. Bon, peu importe. Mais je crois, comme vous, que la photographie est une chose qui nous est néfaste. C'est-à-dire une chose trop facile, dans l'art cinématographique, n'est-ce pas? C'est-à-dire une chose trop facile, trop commode, qu'il faut presque se faire pardonner, mais qu'il faut savoir employer. Il faut quand même savoir employer les images, c'est un peu comme chez Dostoïevski, n'est-ce pas? Il y a une photo, vous vous souvenez, dans L'Idiot, puisque c'était justement grâce à ça, etc. Donc, il faut savoir employer les images pour, à travers elles, témoigner de l'absolu qu'elles ne sont pas. Ce que les photographistes idolâtres ne savent pas faire. Alors, il y a là encore une problématique religieuse, naturellement. C'est la problématique de, par exemple, pour le dire, de l'idole et de l'icône. Bon, voilà. Donc, autant de grains à moudre. Il y a bien d'autres suggestions, mais voilà comment on peut peut-être commencer. Enfin, je ne sais pas, je peux continuer pendant... Mais je veux dire... Je ne doute pas que tu puisses continuer encore pendant 1 heure. Mais en fait, nous buvons tes paroles, mais tu passes sous silence, si je puis dire, l'extraordinaire violence de la fin du film. C'est-à-dire la violence, elle a toujours déjà commencé, en fait. Extraordinaire violence, qu'un adolescent doive s'endetter auprès de ses camarades, qu'un père incarne la loi avec une rigueur si obstinée. Encore que d'autre part, d'ailleurs, cette loi que ce père incarne, elle est comme contredite un petit peu plus tard dans le récit, lorsque le père prend en charge la faute de son fils et se déplace, lui, jusque chez le proviseur, en quelque sorte, pour produire des excuses, tandis que sa mère, qui semblait un peu plus complaisante et qui, au début du film, semblait ne pas incarner la loi, et même, disons, promettre qu'elle pourrait un autre jour, peut-être, aider son fils à se désendetter, cette mère, au contraire, demande à celui-ci, son fils, de ne rien dire au proviseur, de dissimuler l'affaire, et elle va même payer les photographistes pour obtenir leur silence. Donc il y a là encore quelque chose de subtil, parce qu'au début, le père est l'incarnation même d'une rigidité, on pourrait dire, c'est comme Javert dans Les Misérables, n'est-ce pas? Il veut rien entendre de son fils, et le film commence par un « qu'est-ce que c'est ?» qui sonne exactement comme l'anonymat d'une réponse introuvable, le mur buté d'une prison familiale auquel l'enfant peut toujours frapper en vain. Mais pourtant, ce n'est pas si vrai, car un peu plus tard, on voit l'affection de ce père. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que ce père est blond, alors que son fils est brun, et je veux dire par les cheveux, et sa mère est brune en effet. Donc il y a là toute une sorte de réflexion seconde à mener aussi d'autre part. Mais pourquoi je disais ça? Oui, la violence, elle est... Bon, alors, oui, il y a beaucoup de violence dans ce film. Oui, mais alors là, c'est à toi d'en parler, parce que toi, tu connais ça. Non, pas du tout. Non, mais c'est très troublant de voir l'extraordinaire. Voilà, juste, je voudrais dire, ne pensez-vous pas que ce qui est alors aussi troublant, c'est, comment dirais-je, l'innocence du coupable. La culpabilité de l'innocent, l'innocence du coupable. C'est-à-dire que nous éprouvons non pas du tout une identification pour ce personnage d'Yvon, c'est absolument impossible à cause du mode narratologique, si vous voulez. Il y a une telle distance dans le mode de présentation de ce protagoniste que nous ne pouvons pas nous identifier à lui. Mais il n'en reste pas moins qu'il, comment dirais-je, il est réduit à la plus humble humanité, dans la mesure où chaque événement le délie davantage de ses liens antérieurs, et qu'il est comme condamné à se séparer de la conscience humaine tout entière. Si bien qu'il y a une image à proprement parler. Moi, je trouve que c'est la plus belle image du film, c'est une image à laquelle je suis très attaché. Il vient de jeter la hache dans l'eau après avoir assassiné tout le monde, et avant que sa décision ne soit prise d'avouer ses fautes, ses meurtres même, il y a un plan qui est très bref quand même, qui dure 10 secondes, je ne sais pas, moins de 10 secondes, 6 secondes. Il est à moitié derrière une sorte de poteau. C'est la figure absolue de la déréliction. Cet homme est infiniment et irréductiblement abandonné. Abandonné de Dieu, abandonné de sa femme, naturellement, depuis longtemps, abandonné de tous, abandonné de lui-même. Et c'est une image à laquelle je crois que Robert Bresson voulait parvenir. L'image d'un homme enfin dépourvu, enfin démuni, enfin réduit à la plus stricte nudité. Bram van Velde, dont nous parlions hier soir, avait dit de Baudelaire « Baudelaire a inventé l'homme nu ». Eh bien, je pense que Robert Bresson a cherché à enfin se mettre en rapport avec l'homme nu dans ce film de l'argent. C'est-à-dire que dans cette image, il y a un homme qui est
absolument abandonné, je dirais, comme le Christ au moment où il se plaint au Golgotha. De telle sorte que ce plan de Robert Bresson, pour moi, est bouleversant parce que c'est un plan presque il y a de la compassion. L'auteur du film se tient à quelque distance de ce personnage qu'il n'est pas, de ce personnage qui est allé au bout de la déréliction, et il constate le fait de la criminalité absolue joint à l'innocence, en quelque sorte, indéfectible. Et cet ajointement d'une criminalité sans fond et d'une innocence ineffaçable, c'est la déréliction que constate, je crois, Robert Bresson. Voilà ce que je voulais dire pour...